Et à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix du Pays-Bas, un Grand Prix qui a été riche en stratégies, et des stratégies qui fonctionnaient d'ailleurs. Quand on parle des stratégies, je pense surtout aux pneus blancs, qui ont mieux fonctionné que prévu, et que toutes les écuries pourtant disaient non, ça va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas avec cette stratégie. Mais au final, ouais, on a failli avoir une fin de course bien différente. Jusqu'à ce qu'il y ait la virtual safety car et la safety car. Donc, ouais. Mais bon, avec des sillons on coupe du bois. Et on va faire le débrief pilote par pilote. Et on va commencer par Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui avait fait au début un plutôt bon week-end. Il avait réussi à aller en Q3, là où son coéquipier était éliminé dès les Q2. En 11e position, il me semble, de tête. Je vais revérifier. Ouais, c'est ça. Et Tsunoda était 9ème. Donc voilà, c'était bien parti pour Tsunoda. Il est resté devant Pierre Gasly. Pendant la course, c'était un peu compliqué à un moment donné. Puis il y a eu ce problème avec cette voiture après un arrêt au stand où il disait que malheureusement les pneus n'étaient pas bien accrochés. Sauf que si, apparemment, ce qui était un peu bizarre, hein, cette partie-là. Puis il a pu rentrer au stand, on lui a resserré sa ceinture, il est reparti, et malheureusement il a dû s'arrêter. Alors, je ne veux pas remettre en question ce qu'a senti Tsunoda là-dessus, ça c'est pour moi et c'est pas de sa faute. Mais il y a quelque chose quand même qui m'intrigue. Pourquoi l'avoir fait repartir ? Ouais, après je me dis maintenant, il avait peut-être un problème avec les pneus, hein, c'est possible. Mais je trouve quand même que c'est assez étrange quand même que AlphaTauri abandonne et que, comme par hasard, ça profite à Red Bull. Parce que pour recontextualiser, nous avons Max Verstappen qui est premier, Lewis Hamilton en 2 et George Russell en 3 qui sont en train de rattraper petit à petit Max Verstappen, et Charles Leclerc en 4 qui s'était arrêté au stand pour changer les deux gommes. Et là, t'as cet incident qui se produit, qui est, comme par hasard, favorable au Red Bull. Parce que ça détruit la stratégie de Mercedes, et en plus, ils vont faire tampon avec Charles Leclerc. Je vois peut-être des théories du complot un peu trop facilement, mais c'est assez intriguant, je trouve. C'est assez bizarre. Mais bon, avec toute la confusion qu'il y a eu autour, on comprenait pas trop. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu quelque chose de bizarre. Après, comme je dis, voilà, c'est peut-être mon imagination, ou tout simplement, la réponse la plus simple serait de dire c'est un pur hasard. Et c'est totalement possible. Mais voilà, je me pose la question. Je sais pas ce que vous pensez de ce fait de course-là, s'il y a une théorie du complot à démasquer là-dedans. Mais après, bon, on va dire que c'est sauvé parce qu'il y a l'autre safety car qui arrive avec Valtteri Bottas. Tout ça pour dire, du coup, Yuki Tsunoda, ouais, c'était compliqué comme week-end. Je vais mettre plutôt moyen, on va dire. Moyen parce que ouais, il y avait quelque chose, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Ensuite, Valtteri Bottas, 19ème. Bon, qu'on soit clair, c'est pas un mauvais pilote, mais là, les Alfa Romeo souffrent en ce moment. C'est compliqué de lutter pour être devant. Puis Valtteri Bottas était derrière Zhou Guanyu lors des qualifications, donc ouais, bon c'est un peu difficile hein, pour eux. Et c'est encore plus compliqué quand la voiture n'est pas fiable du tout. Ouais, le turbo qui a lâché est en plein milieu de la piste, ce qui provoque une safety car et qui rabat encore une fois les cartes pour les stratégies de pit stop. Et là, je parlerai quand j'aborderai le cas de Lewis Hamilton, George Russell et Max Verstappen. J'en parlerai après pour tout ce qui est histoire de stratégie. Mais toujours est-il que pour Valtteri Bottas, hein,
Toujours la poisse, toujours. Ensuite, 18e position, Nicolas Latifi. Voilà, il termine la course, c'est bien. Mais on sait très bien comment est son week-end, hein, comme d'habitude. 17e position, Daniel Ricciardo. Compliqué, hein, très compliqué, très difficile pour Daniel Ricciardo. Ouais. Très mauvais week-end. Zhou Guanyu, c'est compliqué, mais comme je dis, c'est plus à cause de l'Alfa Romeo, je pense. Mais ouais, c'est un week-end très difficile pour lui. Je dirais quand même, je vais mettre plutôt moyen parce qu'il essaye de se défendre avec ses armes, hein. Mais c'est pas facile. 15e position, Kevin Magnussen. L'erreur, quelle erreur qu'il a faite lors des premiers tours. Je sais plus si c'est le premier tour ou... non, je crois que c'est le deuxième. Mais bref, il était sorti de la piste et du coup, il a perdu toutes les positions qu'il avait au départ. Ouais, c'est terrible pour Kevin Magnussen. Alors tu me diras, il était déjà pas bien placé de base, mais il commence à remonter quand même. Il était, il me semble, dans le top 15. Il remontait petit à petit. Et là, très mauvais week-end pour lui, hein, du coup. Hein, c'est un ratage complet. Hein. Ensuite, Sébastien Vettel, 14e. Bon, là, je pense que je vais dire que c'est un très mauvais week-end, hein, parce que Vettel avait l'occasion d'être bien classé dans les qualifications. Il a fait une erreur. Et il n'a pas de rythme avec sa Aston Martin durant la course, là où son coéquipier Lance Stroll a du rythme. Je pense franchement que Sébastien Vettel commence à en avoir plein le cul de la F1 et c'est dommage de voir ça. 13e position, Mick Schumacher. C'est vraiment une déception pour Mick Schumacher parce qu'il était bien classé, il avait réussi à accrocher une belle 8e place lors des qualifications et le voir arriver 13e, c'est pas le résultat qu'on espérait et c'est encore une fois une mauvaise course de Haas. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment la faute de Mick Schumacher ou de la faute de la voiture ? C'est compliqué. Hein. Toujours est-il que je vais mettre en mauvais week-end, hein, pour Mick Schumacher, même si le départ était bien, le départ était très bien, mais le fait qu'il termine et qu'il termine la course sans les points, c'est la grosse déception du coup. Ensuite, 12e position, Alexander Albon. Compte tenu de sa voiture, évidemment, qui n'est pas puissante, c'est quand même un putain d'exploit qu'il fait, hein, surtout par rapport à Latifi. Et mine de rien, 12e position, je peux considérer que c'est un bon week-end, hein, même si évidemment c'est pas un bon week-end comptablement parlant, bien évidemment. Mais par rapport à la voiture qu'il a, c'est déjà pas mal, on va dire. 11e position, Pierre Gasly, qui n'avait pas réussi à passer les Q2, qui n'avait pas réussi à passer les Q3, pardon, qui était bloqué en Q2, là où son coéquipier est passé en Q3. Bon, il n'a pas bougé de position, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette voiture, hein, très clairement, les AlphaTauri, même si quand même il y avait un maigre espoir avec Tsunoda. On sent que durant la course, ils sont en train de lutter avec cette voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est compliqué. Du coup, plutôt moyen pour Pierre Gasly. Lance Stroll, par contre, bon week-end, hein, pour lui. Hein. Il n'a pas eu de bol lors des qualifications pour la 3e séance de qualification. Il n'a pas pu participer. Donc il était 10e. Puis après, il avait réussi à remonter. Puis bon, la puissance de la voiture parlait certainement. Et les stratégies ont tout bousculé. Mais quand même, réussir à accrocher une 10e position, c'est bien. Bravo. Et en 9e position, nous avons Esteban Ocon qui fait une course plutôt... on va dire, comptablement parlant, c'est plutôt correct.
Mais je pense qu'on était peut-être en droit de s'attendre à un peu mieux. Mais quand on voit qu'il débarque 12ème, qu'il termine devant Pierre Gasly, et ouais, il aurait peut-être pu avoir une position supplémentaire, mais je vais considérer quand même que, on va dire, je suis généreux. Mais voilà, j'ai envie d'être généreux, contrairement à d'autres écuries où j'ai pas du tout envie. Mais voilà, il a fait un plutôt bon week-end. Et je suis en train de me rendre compte en fait que son coéquipier Fernando Alonso... Ah mais oui, eh oui. Je suis en train de me rappeler que Alpine a fait une tentative avec Fernando Alonso. Je parle directement de Fernando Alonso parce qu'il a démarré derrière Esteban Ocon, mais ils ont tout de suite fait une stratégie avec les pneus blancs, stratégie qui a fonctionné, et du coup Esteban Ocon a subi la stratégie de Fernando Alonso, ou plutôt la stratégie qu'on a proposée à Fernando Alonso et qui a fonctionné. Donc du coup il s'est retrouvé derrière. Bon c'est comme ça, hein. 9ème position. Il aurait pu potentiellement être 8ème, mais pour 2 dixièmes malheureusement ça ne passe pas. Ensuite, je vais parler de Carlos Sainz après. Donc on va sauter tout de suite à Lando Norris qui faisait quand même un bon week-end dans l'ensemble, hein. Franchement, c'est un bon week-end qu'il a offert, hein. Il était régulièrement dans les top positions durant tout le week-end. Non, franchement, Lando Norris avait du rythme avec cette McLaren. Bon, après, en course, évidemment, les performances des voitures parlent, hein, mais très franchement, c'est pas un mauvais week-end pour Lando Norris. Franchement, bravo. Et ensuite, 6ème position, Fernando Alonso. Bon, alors lui, là, il a rattrapé son erreur qu'il a faite durant les qualifications. Parce que, oui, je considère que c'est plus une erreur de sa part. Parce que, oui, il a peut-être été un peu gêné par Sergio Pérez lors de Q2. Et encore, je trouve que c'est pas... vu comme ça, vu sous cet angle, je l'ai pas trouvé trop gênant. Mais de toute façon, après, il a fait un petit écart, ce qui lui a ruiné son temps. Bon, voilà. Mais au moins, il a rattrapé son erreur. Je vais pas mettre très bon, mais voilà, je suis pas loin de le mettre très bon, hein, Fernando Alonso. Hein, parce que, évidemment, il y a la stratégie, donc il y a l'équipe qui rentre en compte. Il a assuré avec la stratégie. Donc, moi, je vais juste mettre bon week-end. Et mine de rien, voilà, la stratégie a été bonne. Donc, bravo à l'équipe pour avoir fait une très bonne stratégie pour Fernando Alonso, pour cette prise de risque. Prise de risque qui était de toute façon mesurée. Et puis, de toute façon, il n'avait plus rien à perdre. De toute façon, il s'en sortait quoi sinon il allait rester en dessous du top 10. Donc, top 6, franchement, c'est une superbe position. 5ème position, Sergio Pérez, pour qui je trouve que c'était un peu mitigé ce week-end. C'était un peu compliqué. Bon, il y a aussi le fait que durant les qualifications, il a failli se cracher et il a provoqué un drapeau jaune, ce qui a empêché les autres personnes de faire un temps. Ce qui a profité à Verstappen pour le coup. Et là, il n'y a pas de théorie du complot à avoir, hein. D'ailleurs, pour en revenir sur la première théorie du complot, c'est facilement démontable, hein. Comme je le dis, c'est tout, ça peut être tout simplement, et je pense que très franchement, c'est ça aussi, hein, que c'est un pur hasard. Là, à moins de s'appeler Bruno Senna et Flavio Briatore, non, il n'aurait pas tenté de faire un crash volontaire, hein. Surtout que, vu les problèmes de budget qu'ils peuvent rencontrer, enfin les problèmes de budget, vu que c'est plafonné les budgets, tu ne vas pas tenter le diable. Donc ouais, mais au moins il y a eu du bol là-dessus. Il n'a pas craché sa voiture parce que sinon j'aurais pas imaginé le résultat en début de course. Et du coup, ce qui confirme aussi le fait qu'il a fait une course plutôt moyenne, pour moi c'est plutôt moyen. C'est le fait qu'il était derrière Carlos Sainz. Alors vous allez me dire, oui, mais il était derrière Carlos Sainz depuis le début. Ouais, mais Carlos Sainz a eu un problème avec les mécaniciens. On en reparlera, je vais y revenir. Et mine de rien, il avait réussi à remonter. Et il était devant Sergio Pérez, Carlos Sainz.
Donc ouais, c'est pour ça que je considère vraiment un week-end un peu moyen. Et il y a peut-être aussi le fait que, comme il y a les Mercedes qui sont revenus maintenant et qui auraient pu créer la surprise, c'est voilà, c'est peut-être pour ça que je suis plus mitigé sur ce week-end pour Sergio Pérez. Mais bon, c'est pas un week-end dégueulasse non plus. On prend les points de la 5e position. Hein. Même si à ce stade, quand tu regardes le classement constructeur, tu te dis un point de plus ou un point de moins, ça va être difficile de foirer le championnat. Et vous n'auriez pas tout à fait tort, mais d'un autre côté, c'est important quand même d'avoir des points. On les prend tous. Voilà. Ensuite, en 4e position, Lewis Hamilton, qui, alors je vais certainement parler en même temps de George Russell parce que leurs courses sont quasi identiques. C'est quasi identique. T'as Lewis Hamilton qui était devant tout le long et qui ont tenté une stratégie audacieuse avec Mercedes, donc George Russell et Lewis Hamilton. Ils ont été tous les deux en pneus médium et ils ont tenté une stratégie à un seul arrêt et c'était sur le point de fonctionner. C'était sur le point de fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait la première safety car, la première virtual safety car du coup. Ça a failli fonctionner. Et ensuite, il y a eu le deuxième safety car, où là, pour le coup, il y en a qui disent erreur de stratégie de Lewis Hamilton ou de stratégie de George Russell. Après coup, on peut dire oui, il y a peut-être une erreur de stratégie, mais même d'un côté, oui, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cette condition ? Lewis Hamilton et George Russell sont 1 et 2. Il y a la safety car qui arrive. Max Verstappen est 3e. Et tu peux faire ce que tu veux, mais comment tu pouvais gérer cette fin de course-là ? George Russell, très franchement, au début, j'ai cru qu'ils allaient le garder pour faire tampon. Mais George Russell en a décidé autrement, et je précise bien que c'est George Russell qui a pris cette décision de s'arrêter pour changer ses gommes. Alors, quand on voit le résultat, il est arrivé 2e, et après, est-ce qu'il aurait pu lutter contre Verstappen ? Ça, c'est une autre question, mais sur le plan comptable, on voit que pour lui, c'était super. Après, pour la défense pour Lewis Hamilton, c'est complètement raté, évidemment. Il s'est retrouvé derrière Verstappen. Et il a plus vu sur le long terme pour le coup, George Russell. Est-ce que c'est une mauvaise stratégie ? Oui et non. Tout comme est-ce que c'est une bonne stratégie ? Oui et non. Voilà, il y a du oui et du non. Après, on pourrait se poser la question pourquoi Lewis Hamilton ne s'est pas arrêté ? Et là, je vais dire, là, il y avait trop de possibilités. Lewis Hamilton, s'il s'arrêtait, potentiellement, Max Verstappen, il l'aurait dépassé. Donc là, c'était dire adieu à la première position. Donc la seule véritable chance de rester premier était tout simplement de ne pas s'arrêter. Donc c'est très compliqué. Hein. Après, s'ils voulaient assurer, ils auraient fait 2 et 3. Mais d'un autre côté, je comprends totalement qu'ils ne voulaient pas que la 2e position. Hein. Il y avait une réelle opportunité. Et pour moi, comme je le dis, hein, s'il n'y a pas tous ces événements de course, il est possible que ce soit Lewis Hamilton qui gagne. C'était fort possible. D'ailleurs, à quelques moments de la course, ils étaient 1 et 2. Hein. Donc, ouais, c'était totalement faisable. Mais bon, c'est... Voilà, les événements de course. Tout ça pour dire que c'est pas une mauvaise décision non plus. Alors, évidemment, sur le plan comptable, on voit ce qui se passe et comment il termine, mais sur l'instant, c'est pas forcément une mauvaise décision. La seule erreur, par contre, que je veux bien attribuer à Lewis Hamilton, et il aura beau crier pour dire qu'il s'est fait enfumer, mais la relance, il n'a pas bien relancé. Hein. Faut le dire, hein, c'est très mal relancé. Après, c'est sûr que d'analyser sur le canapé, c'est beaucoup plus simple, parce que nous, on disait... remarque, ce qu'on disait pendant la procédure où ça allait repartir, on disait...
il faut qu'il fasse à la ligne d'arrivée. Il faut qu'il reprenne uniquement à la ligne d'arrivée. Il aurait pu, mais il a décidé autrement. Peut-être qu'il imaginait surprendre Verstappen, sauf que Verstappen maintenant, il a de plus en plus d'expérience. Voilà, on le blouse plus trop comme ça. Hein. Il connaît à force. Hein. Donc, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il dépasse. Hein. D'ailleurs, dès qu'il a traversé la ligne d'arrivée, bim, Lewis Hamilton dépassé. Et d'ailleurs, grosse frayeur sur ça, parce que sur l'instant, je m'étais dit, oh, j'espère qu'il n'a pas dépassé la ligne d'arrivée. J'espère qu'il n'a pas dépassé avant la ligne d'arrivée. Fort heureusement pour Verstappen, non, ce n'est pas le cas. Et ça se voit très clairement. Bon, ses limites, évidemment. Alors, il est largement derrière. Hein. Mais ce que je veux dire dans ses limites, c'est que ça a joué vraiment avec le feu. Hein. C'est dans ce sens-là. Mais ouais, bon, mis à part ça, voilà, c'est sûr que c'est décevant pour Lewis Hamilton sur la fin de course, mais bon, compte tenu de tout ce qui s'est passé, et puis même, je vais dire pareil pour George Russell, ils ont fait un bon week-end. Les deux ont fait un bon week-end. Ils ont été piégés lors des qualifications, mais ils ont magnifiquement rattrapé ça. Et d'ailleurs, George Russell, pour la première fois cette année, termine deuxième et du coup égale son meilleur classement qui était dans ce non-Grand Prix de Belgique 2021. Au moins, il a eu une deuxième position au bout d'une course normale. Et c'est très bien pour George Russell. Voilà, c'est mérité. Et au vu de la constance qu'il a, il avait toujours terminé entre la 3e et la 5e place. Maintenant, il est inconstant, il termine deuxième. C'est toujours entre la 3e et la 5e position qu'il doit terminer d'habitude. Non, franchement, blague à part, c'est super bien pour George Russell. Et évidemment, Hamilton s'attendait à plus, mais c'était un super week-end. Donc franchement, pour les deux, je vais mettre un bon week-end. Week-end qui a failli mal se terminer d'ailleurs. George Russell a fait un dépassement sur Lewis Hamilton, mais Hamilton a fait une défense très dure, limite verstappenienne. Et ouais, ça a failli mal terminer. Là, je te raconte pas la tronche de Toto si y avait eu ça. Et les nombres de points de perdus aussi. Voilà, je vais juste mettre bon week-end parce que ce qui aide aussi, c'est l'équipe, la stratégie qui a grandement payé là-dessus. Et là, je peux dire que chapeau bas à l'équipe. Hein. Bravo pour les stratèges là-dessus. Puis même en temps, voilà, sur, il y a beaucoup de stratégies qui se sont avérées payantes dans ce Grand Prix, et je pense qu'on peut féliciter tous les stratèges qui ont misé là-dessus. Ouais, franchement, chapeau bas, les gars. Sur toutes les équipes concernées, vous pouvez être fiers de ça. Voilà. En 3e position, nous avons Charles Leclerc. Charles Leclerc qui faisait pas un week-end dégueulasse, mine de rien. Il a été au contact de Verstappen. Pendant la course, c'était un peu difficile, mais d'un côté, j'ai envie de dire, s'il créait cet écart, je pense que il y avait aussi le fait qu'il fallait pas trop bousiller les pneus. Et quand on voit la stratégie qu'ils ont appliquée, elle n'est pas incohérente, hein. Je précise pour le coup, parce que on pourrait dire c'est une stratégie Ferrari. Là, ce n'est pas incohérent. Tu ne sais pas ce qui se passe avec les pneus blancs, et au final, tu te rends compte que ça fonctionne mieux que prévu. Donc, je vais pas reprocher aux stratèges de ne pas avoir vu ça, parce que personne ne l'a vu, hein, comme je l'ai dit depuis le début. Personne ne l'a vu cette stratégie à un seul arrêt, hein, qui a failli fonctionner. Et mine de rien, ça a bousculé tous les plans de tout le monde. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était plutôt parti pour être... voilà, c'était bien parti pour être une très bonne course. Après, bon, j'aurais mis quand même en bon au vu de ce qui s'est passé. Et il s'en sort plutôt bien quand on sait toute la malchance qu'il y a eu, notamment avec le cas Tsunoda, que j'ai expliqué. Voilà, il n'avait vraiment pas eu de bol. Donc, le fait qu'il y ait eu cette safety car à la fin, ça lui a sauvé la mise. Et ça lui a permis d'accrocher une 3e position ô combien méritée pour lui. Mais j'imagine bien qu'il voulait plus. Et je pense que d'un côté, à part les spectateurs des Pays-Bas, ce qui est tout à fait logique,
tout le monde s'attendait à ce que Charles Leclerc puisse potentiellement faire mieux, mais bon, c'est quand même un bon week-end pour lui. Alors évidemment, voilà, il aurait préféré la victoire, mais c'était un bon week-end pour lui. Je pense que ça aurait pu être difficilement mieux. Peut-être deuxième, mais bon, derrière, voilà, t'as les Mercedes qui ont assuré, qui ont fait une très belle stratégie. Et premier, Max Verstappen, bon ben, week-end parfait, les qualifications en pole position et la course, il a bien géré. Voilà, je dirais, tu vois, je vais pas mettre quelqu'un en très bon pour cette fois parce que vraiment, c'était plus une histoire de stratégie et peut-être que s'il y avait eu bataille, tu vois, s'il y avait eu bataille avec Verstappen, si évidemment, ça suppose que s'il n'y avait pas eu de safety car et tout ça, peut-être que ça aurait pu monter plus haut. Mais bon, voilà, je vais pas dire que Verstappen a été mauvais, c'est totalement faux, hein. Voilà, juste que c'est voilà, il a fait une bonne course, hein, et comptablement parlant, c'est même excellent pour lui, hein. regardez le score là et regardez le classement. C'est bon, il est tranquille, hein. Dans 3 grands prix, il est champion du monde officiellement, hein. Si on reste à 4 grands prix d'écart, hein, je précise. Si on en reste là, Max Verstappen, il est champion du monde. Il va être enfin pour la première fois champion du monde de F1. Parce que là, il est actuellement champion Masi. Oui, je sais. Du coup, ouais, Max Verstappen, bon week-end. Et il y en a un pilote dont je n'ai pas parlé, et lui, le pauvre, j'ai vraiment de la peine. C'est Carlos Sainz. Mon Dieu, mais qu'il ne mérite pas ça. Il était bien parti, il faisait le taf. Et puis, ta Ferrari, les mécaniciens, ils oublient un pneu lors de son arrêt au stand. Ils oublient le pneu à l'arrière gauche. Non mais putain. Mais quelle bande de nuls, franchement. Mais quelle bande de nuls chez Ferrari. Mais qui sont nuls. Oh, il y a ça, et il y a encore une erreur des mécaniciens après, lorsqu'ils relâchent durant la safety car, lorsqu'ils relâchent Carlos Sainz, et du coup Fernando Alonso a failli lui foncer dessus. Mais mon Dieu, mais que d'erreurs, mais qu'ils étaient nuls. Oh là 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 là. Et après on pourra me dire il a été un peu agressif Carlos Sainz, sur la fin de course, notamment sur Sergio Pérez, il a été agressif, mais bon, en même temps t'as une écurie qui fait que des conneries. Quand c'est pas sur Charles Leclerc, bah tiens, tout d'un coup c'est sur Carlos Sainz. Ils se sont peut-être dit, ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conneries sur lui. Et là c'est pas une erreur de stratégie. Oh là 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 là. Oh, Binotto, il faut vraiment que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton truc, hein. Et, un coup c'est les stratèges, là c'est les mécaniciens. Non mais là, il faut faire des choses, mais apparemment tout va bien. Tout va bien comme il dit, mais non, il faut ouvrir les yeux là. Ferrari ne va pas bien. Alors peut-être que je me dis que la direction au-dessus de Binotto se dit non, on va peut-être le laisser histoire de pas trop perturber tout le monde, mais j'ai envie de dire si on le change, ça va le perturber. Alors quitte à perturber tout le monde, allez, virez-le maintenant. Voilà, on fait tout maintenant, on fait tout durant cette saison 2022, voilà, on vire tout le monde et on les remplace tous, comme ça on peut les préparer pour la saison 2023, voilà. Voilà, virez Binotto, virez-les tous, bordel, mais virez-les tous. Ils sont nuls à Ferrari, mais c'est pas possible de faire ça, c'est vraiment de l'amateurisme. Tu ne peux pas faire ça avec un palmarès comme ça chez Ferrari. Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. C'est interdit. C'est tous bonnement interdit. Ça m'énerve, franchement, ça me saoule de voir ça. Carlos Sainz, il fait ce qu'il peut. Et encore, il a failli avoir une autre pénalité. Et là, pour le coup, je suis assez curieux de savoir pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Mais d'un autre côté, je veux bien comprendre. Alors, c'est pour recontextualiser, c'est sur la
la fameuse panne de Valtteri Bottas. Carlos Sainz était sur le point de dépasser une Alpine et il l'a dépassé, sauf que on voyait les commissaires agiter le drapeau jaune, mais pas les écrans de contrôle sur les côtés, parce que vous savez, il y a des flashs lumineux et les drapeaux. Les flashs lumineux n'étaient pas actifs, mais les commissaires agitaient le drapeau jaune. Et bon, c'est compliqué dans cette situation de juger qui est en tort. Si il a effectivement dépassé, d'un côté, je veux bien comprendre pourquoi ils n'appliquent pas ça. Pourquoi ils n'appliquent pas ça, parce que c'était vraiment dans une zone où c'était très difficile de juger. Mais bon, logiquement, et si on en croit ce qu'a dit Ferrari dans la radio de Sainz, il aurait dû laisser repasser Ocon. Il me semble que c'était Ocon. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Ça ne s'est pas fait. Il n'a pas eu l'occasion de le faire puisque la safety car a été lancée après. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre cette affaire là-dessus. J'ai pas trop compris. Parce que d'habitude, même si c'était pas volontaire, il y avait quand même enquête et généralement, ça finissait avec une pénalité. Mais bon, là, ça reviendrait à critiquer l'organisation de course et les commissaires. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça me fait penser. Je digresse là-dessus, mais pourquoi avoir mis autant de temps pour déclarer la virtual safety car et la safety car? Alors, autant pour Yuki Tsunoda, pour la première arrêt, je parle pour le premier arrêt de Yuki Tsunoda au milieu de la piste. Enfin, au milieu, il était garé quand même. Bon, il pouvait pas se garer vraiment mieux, mais il était garé. Autant pour le premier, je veux bien admettre le fait qu'il y ait eu potentiellement des informations qui ont circulé auprès du directeur. Alors, pas directement depuis AlphaTauri, mais via les intermédiaires qui sont en contact avec AlphaTauri. Peut-être, je ne sais pas. Donc, ce qui a empêché de provoquer une virtual safety car dans un premier temps. Là-dessus, je veux bien comprendre pourquoi c'est pas enclenché. Admettons. Mais, la voiture de sécurité pour Valtteri Bottas, je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre facilement 1 minute 10, 1 minute 20, voire même 1 minute 30. Pourquoi autant de temps? Qu'est-ce qu'ils espéraient? Qu'elle redémarre? Alors, je veux bien admettre que tu laisses un petit peu de temps pour essayer de redémarrer, mais quand même, plus d'1 minute, ça fait beaucoup. Je suis sûr que même Michael Masi, lui, il aurait dit drapeau jaune direct et safety car direct. Là, pour le coup, c'est. Je veux bien admettre qu'en endurance, on fait des full courses yellow pour évacuer les voitures, mais on n'est pas en endurance, on est en F1. Et là, pour le coup, la safety car est venue ultra tardivement. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils regardaient la position des différents pilotes pour se dire attends, on va essayer de faire en sorte que s'ils veulent faire une stratégie pour les arrêts au stand, on va pas trop les perturber, mais ouais, c'est assez étrange quand même comme décision. C'est bizarre. C'est vraiment. Alors c'est. Ouais, il y a eu peut-être un autre cas avec le Grand Prix de Monaco où ils ont peut-être eu un excès de prudence, peut-être, mais bon. C'est assez intriguant comme décision, je trouve. Ouais, c'est bizarre. Mais au moins, il applique le règlement, techniquement. Mais je pense que ça aurait pu être un peu plus rapide là-dessus. Voilà. Voilà pour cette digression sur cette fameuse safety car qui est venue tardivement. Et du coup, ouais, pour Carlos Sainz, donc il semble pas y avoir eu d'enquête sur ce dépassement, ce qui me semble très surprenant, mais bon, admettons. Mais comme je le dis, soyons quand même de bonne foi, c'était assez compliqué. Parce qu'on arrivait pile dans une zone où là, voilà, c'est le problème, c'est que tu ne sais pas précisément où commence le drapeau jaune. Est-ce que c'est au moment, à l'endroit où sont agités les drapeaux,
ou c'est un peu avant. Là-dessus, je ne sais pas comment ça se passe véritablement. Toujours est-il qu'il est passé devant. Et il n'y a pas eu d'enquête. Bon. On verra bien ce que ça donnera. Hein. Mais bon, c'est un truc très étrange. Toujours est-il que, concernant de la course de Carlos Sainz, techniquement, il a été bon. Techniquement, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a essayé de rattraper les conneries de Ferrari, mais bon, à faire connerie sur connerie, je pense que, très franchement, s'il y avait eu une enquête avec le drapeau jaune, là, Carlos Sainz, il aurait été en dehors des points, très clairement. Il se serait pris facilement 5 ou 10 secondes de plus. Et ouais, non, Ferrari, vous avez vraiment tout foiré avec Carlos Sainz, mais c'est dingue. Faut se réveiller, Mathia. Hein. Il faut bousculer tout ça, ou bien voilà, au-dessus de Mathia Binotto, il faut taper du poing sur la table, ou bien renverser cette table, hein, putain, renversez-la. Ah. Du coup, quand on regarde le classement, Max Verstappen, comme je l'ai dit, il est tout à fait tranquille. Là, il est sur un petit nuage. Charles Leclerc récupère la 2e position. George Russell récupère la 4e position. Et derrière, il n'y a pas trop de changements. Voilà, c'est plutôt calme en termes de changements derrière. Et en regardant le classement constructeur, Red Bull tranquille, et Mercedes qui rattrape de plus en plus Ferrari, à croire que il va vraiment y avoir la bataille entre les deux sur la fin de saison, et ce qui serait pas pour me déplaire. Et si Mercedes réussit l'exploit d'un côté à être 2e alors que Ferrari aurait pu être très facilement 2e depuis un moment, si avec ça permet pas de taper d'un gros coup de pied dans la fourmilière et perturber tout le monde et surtout pour faire le nettoyage chez Ferrari, là je comprendrai plus rien. Voilà. Et autrement, Alpine a soit son avance sur McLaren et c'est de plus en plus serré derrière. Voilà, Alfa Romeo maintenant qui ne marque plus beaucoup de points. Et ça va être embêtant. Il y a encore de la marge quand même pour garder la 6e position, mais il faudrait pas que les autres écuries soient trop éveillées. Parce que Aston Martin est en train de revenir petit à petit sur AlphaTauri. Voilà. Bon, en ce qui concerne la course, on va parler de la note, du coup. C'était franchement un bon Grand Prix, donc qui a eu son petit lot de surprises, notamment au niveau des stratégies. On s'est pas ennuyé. Pour moi, c'est un joli 13 sur 20. Voilà, c'est bien, c'était bien. Je vais pas dire plus parce que j'ai rien à dire de plus et j'ai tout dit. Du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Les commentaires, c'est fait pour ça. Bon, sur ce, je vous dis ciao!